Le colorisme, c'est la première forme de discrimination que j'ai connue. Les enfants métis, c'est le futur. Mais alors du coup, ça implique que tu es constamment dans la suspicion? Si cet amour-là, il est pas possible, nous, les métis, on fait quoi? Est-ce qu'on a besoin de nommer la chose? Ou est-ce que l'important, c'est de sentir la chose? Salut, bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. On est là pour une nouvelle émission de débat mouvant intitulée On discute sur le thème de l'amour. Dans cette émission, 8 candidates et candidats de Rennes, Marseille, Besançon, Paris et sa banlieue sont venus nous raconter leur vision de l'amour en tant que personnes non blanches en France. C'est parti. Je suis Diallo Alpha, 27 ans, je viens de Nice. Situation amoureuse, je suis avec quelqu'un et ça se passe super bien. Je m'appelle Louli, j'ai 20 ans, je suis en couple depuis 2 ans et tout se passe bien. Je m'appelle Etienne, j'ai 25 ans, ça fait 3 ans que je suis en couple et ça évolue. Je m'appelle Soria, j'ai 23 ans et je suis célibataire. Je m'appelle Stéphane, j'ai 28 ans et je suis célibataire et ça se passe très bien. Je m'appelle Manon, j'ai 31 ans et je suis en couple depuis 4 ans et ça se passe super bien. Je m'appelle Marcia, j'ai 25 ans et je suis presque en couple, on va dire. Je m'appelle Mariam, j'ai 37 ans, je suis mariée depuis 11 ans mais en couple depuis 19 ans et j'ai 2 merveilleux enfants. À partir de quel âge tu t'es trouvé beau ou belle? Mes parents, mes grands-parents, tout le monde disait « Ah, t'es trop beau, t'es trop mignon ». Donc j'ai grandi dans cette perspective. Quand je suis dans une salle, je suis le plus beau de la salle. J'ai une maman qui m'a donné confiance en moi très tôt. Alors moi, j'ai pas trop d'entourage qui m'a donné confiance en moi, mais c'est plus à partir du moment où j'ai commencé à avoir les réseaux sociaux, des meufs grosses par exemple qui se mettent grave en valeur. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, je peux être belle aussi. J'ai 23 ans, on est encore dans le process. En fait, j'ai grandi, je déteste ce terme, mais comme un garçon manqué. Et vers mes 17 ans, je pense qu'on a commencé à me sexualiser. Les gens me regardaient plus de la même manière, j'étais plus un enfant parmi tant d'autres, j'étais devenue la meuf qui traîne avec les mecs. J'ai commencé le sport à 4 ans en fait, j'en ai toujours fait compétition nationale et tout. Et quand j'ai arrêté de me poser la question de à quoi ressemblait mon corps et à quoi je voulais qu'il ressemble, je pense que j'ai commencé à mieux l'accepter. Toute mon adolescence, début de l'âge adulte, j'étais toujours dans le même microcosme avec des gens qui me ressemblaient. J'avais pas trop ce rapport à la beauté ou autre parce qu'on était tous potes un peu. Et en arrivant après dans la vie active avec des personnes qui ne me connaissaient pas, etc., et que j'ai vu le regard qu'il pouvait y avoir sur moi, j'ai commencé à me poser la question de est-ce que tu es belle, comment tu es belle, etc. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à me trouver intéressante, on va dire, plutôt que belle. Moi, je me situe aux alentours de 25-26 ans, je pense. C'est très probablement lié à quand j'ai commencé à rencontrer, à dater des personnes de ma communauté et que j'ai pu avoir un regard qui s'est déconstruit sur moi-même par des regards défétichisants, du coup. C'est là où j'ai commencé à processer un peu pour me trouver plus belle et mieux dans ma peau, quoi. Moi, j'ai grandi dans un entourage, pour le coup, qui me valorisait vachement. Sauf que j'ai grandi avec des complexes de base, donc j'étais très complexée par ma peau, très complexée par mon front aussi, et très complexée par ma voix. Et donc c'est en m'affirmant, en fait, en m'acceptant et en comprenant qui je suis, en regardant aussi les réseaux sociaux, des émissions, donc des personnes qui me ressemblaient et que les gens trouvaient jolies. Et du coup, je me suis dit, si ces gens-là, on les trouve jolies, moi aussi, je suis jolie, et puis voilà. À quel âge as-tu eu ta première relation avec quelqu'un ou quelqu'une de ta communauté? Moi, je me souviens. Alors, moi, pour la simple et bonne raison que j'ai eu qu'une seule relation dans ma vie, c'est la personne avec qui je suis aujourd'hui et qui n'est pas de ma communauté. Donc, c'est pour ça que je suis ici. J'avais 16 ans et c'était un noir. C'était assez surprenant, pour les gens en tout cas, parce que j'ai grandi en fait dans un milieu très blanc. Et donc, toutes les personnes de ma famille s'attendaient à ce que je me mette en couple avec une personne blanche. Première relation avec une personne de ma communauté, c'était à 13 ans. C'est la première personne avec qui je suis sorti. C'était une jeune fille qui était aussi d'origine réunionnaise comme moi. Et on n'est pas exactement des mêmes origines, mais je considère que c'est ma communauté dans la mesure où on est toutes les deux de culture créole. Déjà, définir la communauté, c'est particulier parce que j'ai pas trop de sentiment d'appartenance. Je suis tunisienne, cambodgienne, je suis née à Paris,
même, donc dans un milieu hyper mélangé. Du coup, je me suis mis là parce que mon premier copain, je devais avoir 15 ou 16 ans, c'était un Algérien. Donc on fait une petite communauté maghrébine, on va dire, une partie de moi, quoi. Ma première relation, c'était avec un mec qui était noir. Et en fait, il n'était pas du tout dans mon collège ni dans mon lycée. Mais voilà, effectivement, dans un milieu blanc, j'avais pas l'impression que les gens pouvaient vraiment être attirés par moi. On va dire c'était plutôt mon premier amour. Dans les années 2000 sur Internet, il y avait les communautés AZN sur Internet, du coup sur Skyblog et MSN. C'était un garçon d'origine vietnamienne qui venait d'un village aux alentours de Toulouse. Et je pense que c'était ma première, ce que j'ai défini comme une première relation amoureuse à distance sur Internet. Moi, ça va être plus aux alentours de 10-11 ans, la première année au collège. Quant à la communauté, je ne pense pas que ça se définit parce que moi, j'ai grandi en Guinée. Une relation de laquelle je garde beaucoup de souvenirs parce qu'elle était épistolaire. C'était à l'époque où tu ne pouvais pas venir parler à la personne seule. Tu avais tellement peur que tu devais te faire accompagner par ton ami pour lui remettre la lettre que tu as écrite et elle lit la lettre. En répondant, elle revient avec son ami pour venir te voir et te la donner. C'était essentiellement ça. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et donc, c'est là que j'ai commencé mes premiers écrits qui perdurent encore. À quel âge as-tu eu ta première relation avec une personne blanche ? Moi, du coup, je me place à 0 parce que je n'ai jamais eu de relation avec une personne blanche. C'était, je crois, en moyenne, petite section. Elle avait des yeux bleus, elle s'appelait Justine. Voilà, si tu me vois, salut Justine. Mais à cette époque-là, j'avais pas encore de notion de blanc, noir. Je rejoins un peu ce que tu as dit, c'est que moi, j'ai pas eu de notion de ma couleur de peau, du moins, avant de partir de chez mes parents et d'arriver sur le sol hexagonal. C'est dans le regard des gens que je m'en suis rendu compte, en fait. Ouais. C'est que j'ai commencé du coup à sortir avec Bérénice, qui était un peu la queen du lycée, qui était la petite meuf blonde aux yeux bleus, incroyable, super fraîche et tout et tout et tout. Et tous mes potes sont venus me voir, ils sont en mode frère, enfin carré, genre. C'est incroyable, genre t'as réussi à sortir avec Bérénice. Moi, du coup, c'est mon deuxième copain. On s'est mis ensemble vers 19 ans, je crois. Ça a duré près de 4 ans. On habitait ensemble et tout, avec un chat. Il manquait plus que la bague et les enfants, donc je suis partie. Moi, c'est 18 ans. La fac. Dès le premier mois où on a été dans la même classe, ça y est, c'était parti, jusqu'à aujourd'hui. Hyper transgressif comme choix. Dans ma communauté, être marié avec quelqu'un qui n'est pas de sa communauté, c'est la chose la pire à faire juste avant la prison. Donc, un choix très, très, très audacieux dont j'avais conscience à l'époque. Mais finalement, c'était un bon choix puisque il est encore là, donc voilà. Je suis plus à 19 ans et c'est la personne avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est une fille blanche. En fait, moi, j'ai pas ce sentiment d'appartenir à une communauté. Enfin, ma mère, elle a des origines guadeloupéennes, mais en fait, je la connais pas. Et en même temps, mon père est arrivé en France, il vient de Djibouti, mais j'ai jamais appris sa culture autant de Djibouti que de Guadeloupe. Du coup, je suis un peu en France, mais j'appartiens pas non plus à la communauté blanche. Du coup, je suis un peu perdue dans ça. Mais j'ai pas du tout prêté attention à sortir avec une meuf blanche. J'étais pas en mode oh le drame quoi. Du coup, c'était mon premier copain en mode officiel, le beau gosse du collège quoi. Du coup, c'est un temps à ce moment-là que j'ai développé une relation étrange à ma propre perception, c'est-à-dire que j'existais dans son regard qui était très fétichisant. Et en même temps, j'étais un peu sa number two parce qu'il préférait... il avait en tête une meuf blanche dans le collège qui était absolument magnifique et que j'ai commencé à avoir eu des comparaisons physiques de sa part avec cette nana et du coup, c'était pas cool. Moi, je suis dans la même situation que Marcis. Je n'ai jamais eu une relation avec une personne hors de ma communauté. Pas par choix, pas parce que j'ai réfléchi, juste soit parce que j'étais déjà avec quelqu'un, soit parce que dans mon parcours, j'ai pas vu quelqu'un qui trouvait grâce à mes yeux. Indépendamment du fait de la communauté, quoi. Je ne réfléchis pas à sa couleur de peau lorsque je flirte. Ah non, j'ai mal... Non, j'ai mal... Pardon. J'ai du mal encore. Pour moi, je réfléchis à fond, en fait, à la couleur, les conséquences que ça pourrait avoir, même l'image qu'on peut renvoyer aux autres, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est aussi hyper important
dans même la relation entre les deux. Parce que des fois, il y a des réalités que l'autre ne peut pas percevoir. Je sais pas, c'est un peu au feeling. Et du coup, pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je réfléchis pas avant, mais après, forcément, pendant la relation, il y a un moment où forcément, tu sais qu'il y aura une différence, de se dire, bah voilà, on n'a pas les mêmes, je sais pas, les mêmes perceptions de la société, du racisme, on ne vit pas la même chose. J'y pensais pas du tout avant. Et plus je grandis, plus je me dis, c'est vrai que je préfère avoir ce genre de débat avec quelqu'un qui connaît, en fait, qui a déjà vécu ça. Et ça créera encore plus de complicité, en fait. Non pas que j'en ai pas eu avec des personnes de couleur blanche, mais c'était différent. Quand tu es en relation avec une autre personne, on n'est plus dans son monde. Il y a aussi le monde de l'autre qu'on doit prendre en compte. Admettons que je sois dans une relation de flirt, je viens à toi, je me flirte. Moi, je me dis, je m'en fous de la couleur et tout. Mais ce flirt, c'est pas un simple flirt. Il peut aboutir à quelque chose de grand et tu vas donner tout ton être. Parfois, dans cette relation, de ne pas être égoïste, de sortir de soi et de voir comment l'autre perçoit le monde, ça fait que, de ce point de vue-là, j'ai du mal. Je me dis peut-être que c'est important de se poser la question. Mais après, quand je reviens sur mon monde à moi, j'arrive à m'adapter à tout. Un peu comme l'eau, quoi. Je m'adapte à tout. Mais vous, c'est un frein pour vous ou pas? Je sais pas si vous commencez à avoir un coup de cœur pour une personne non blanche, par exemple. Est-ce que vous allez vous dire, ah non, je peux pas... Moi, personnellement, c'est pas un frein. Mais c'est quelque chose à avoir, en fait, dans un coin de la tête, en se disant que c'est pas anodin, peut-être. Il y a quelque chose derrière, qui se cache derrière. Mais alors, du coup, ça implique que tu es constamment dans la suspicion? Moi, je dirais pas de la suspicion, mais plutôt de me rendre compte que c'est un critère parmi tous les autres, de dire peut-être qu'il aime bien ma façon de m'habiller, ma façon de parler, mais peut-être que aussi la communauté à laquelle j'appartiens ou mon apparence physique et communautaire est aussi quelque chose qui entre en ligne de compte de l'attirance qu'il pourrait y avoir. Ça me parle ce que tu dis sur la suspicion. En fait, je m'étais jamais vraiment sentie légitime de parler de racisme ou de fétichisation parce que je suis blanche de peau et il y a eu donc l'assassinat de George Floyd. Il y a eu un truc où tous mes potes blancs de l'époque venaient me parler des événements d'actualité comme si genre j'étais la grande pécheresse de l'antiracisme. Mais toi, du coup, avec ton exotisme, voilà. Et à ce moment-là, j'étais dans un truc où j'avais un vrai rejet des blancs. Et du coup, ça m'a, enfin, je sais pas, je me suis braquée et tout. Après, je suis sortie un peu de ce truc-là. Et aujourd'hui, je suis dans un truc où je vais te rejoindre. En fait, c'est pas déterminant, mais il y aura toujours un truc dans le coin de ma tête où je me dis, fais attention. Je fais attention, en fait, à la couleur de peau parce que les personnes en face de moi m'ont toujours renvoyé à la mienne. Il n'y a jamais eu, malheureusement, de sans faute à ce niveau-là. Il y a toujours eu de l'hypersexualisation pour ma part. C'est penser en fait à la mienne parce que je sais ce que je représente et ce que je vais représenter aux côtés de cette personne en fait. Je suis à l'aise avec l'utilisation du terme colorisme. Personnellement, je ne sais pas ce qu'on entend par colorisme. C'est pour ça que je n'arrive pas à me prononcer dessus. En gros, le colorisme, en fait, c'est une discrimination intercommunautaire. Plus tu te rapproches des canons de beauté occidentaux, voilà, déjà pour commencer, et plus on va te trouver beau ou belle. Donc voilà, plus t'es clair, plus on va te trouver beau ou belle, plus t'as les traits fins, on va dire, plus on va te trouver beau ou belle, et moins t'es clair, donc plus t'es noir, et moins on va te trouver attirant, beau. C'est pas le racisme d'une communauté envers une autre, mais là c'est dans ta communauté au sein. Et vous êtes à l'aise avec ça? Oui, complètement. Avec le terme, ouais. Oui. Avec le terme. Ouais. Oui, l'emploi du terme en fait, pour décrire un phénomène social. En gros, vous connaissez la définition, oui, voilà. quoi. Ouais. Et vous l'utilisez. Et c'est de se dire, moi, dans le truc, c'est de se dire, c'est quelque chose qui existe. Voilà. Il faut le nommer, en fait. Exactement. Et après, on n'est pas pour, en tout cas, je veux dire, voilà. moi, je suis pas pour le colorisme, voilà, mais c'est qu'il faut nommer les choses, quoi. Je me mets là parce que du coup, je suis à l'aise avec le terme, mais en fait, je pensais que je suis à l'aise en mode... Avec l'idée, en fait, non. Genre, je suis d'accord, quoi. Non. Mais non, du coup, oui, je suis à l'aise, je comprends le terme, et c'est une réalité, et du coup, c'est bien de mettre un mot, je pense, dessus. J'ai que mon papa qui est noir, et j'ai grandi qu'avec des blancs. Et du coup, jusqu'à longtemps, je pensais que être noir, c'était pas si faux que ça. Ouais. Et après, quand j'ai compris qu'en fait, qu'il y avait plein de personnalités qui étaient noires et qui n'étaient pas représentées, mais qui avaient quand même un poids, en fait,
chez les jeunes et tout. Je me dis, en fait, si, il y en a plein, sauf qu'on les invisibilise, tu vois. Le colorisme, c'est la première forme de discrimination que j'ai connue, personnellement, parce qu'en fait, j'ai grandi dans le 93 jusqu'à mes 9 ans. Et c'est dans le 93 même, donc à Bobigny, que j'ai subi en fait le colorisme. En passant sur Paris, j'ai été victime de racisme. Moi, j'ai juste une question pour plus de clarté pour moi. Est-ce que le colorisme donc, tend à combattre cette idée qui voudrait que plus tu te rapproches des canons occidentaux, plus tu es beau? Et je ne comprends pas trop. En fait, on va dire que le colorisme, le mot, le terme, il permet de définir ce phénomène social et de racialisation qui existe au sein des communautés. L'idéal, bien sûr, c'est de faire disparaître en fait comment on se construit avec le colorisme. Du coup, moi, je vais être à l'opposé de tout ça. Je me mets ici. Je ne connaissais pas en fait le mot. En fonction de ce que vous disiez, je me retrouvais ma propre expérience dedans. Il y a un mot chez moi en Guinée, dans l'une des langues locales, qu'on appelle fauté. C'est pour dire le blanc en fait. Et donc, quand tu as la peau un peu claire comme moi, notre petit fauté, notre petit blanc, notre petit blanc. C'est un truc qui me dérange avant même que je ne sois comme ça, parce que les gens qui le font généralement, c'est bienveillant. Ils sont en train de te complimenter. T'es beau, t'es comme ci, t'es comme ça. Et au-delà même de l'apparence physique, quand tu es un peu intellectuel, tu lis des livres, on te voit avec un livre, où tu t'exprimes bien, on dit fauté. Donc ça, tu comprends que ce sont les séquelles de cette longue histoire qu'on a vécue et tout. Alors, bien qu'ayant vécu cela, je sais que c'est quelque chose qui est dérangeant. Si le colorisme, j'ai bien compris, moi j'ai du mal avec... la société dans laquelle on part, on essaie de tout casser en fait, tout. Pour moi, si je suis concerné demain, j'ai mes sœurs à côté de moi, certains sont très foncés comme mon père, moi j'ai pris le teint de ma mère, mais on a tous la même confiance en nous parce qu'en fait, très jeune, on nous a dit, on ne nous a pas défini notre estime de nous-mêmes ou notre valeur en fonction du fait qu'on soit assez clair ou pas clair. Ma grande sœur qui est en Belgique, elle est plus foncée que moi. Parfois, même nous, en rigolant en famille, c'est bienveillant entre nous. On dit t'es comme la nuit, en fait, pour rigoler, parce qu'elle a les dents blanches. Mais tu ne touches pas à son estime. Admettons qu'il y a une loi qui passe pour interdire le colorisme ou pas. On va se cacher derrière cette loi-là en disant ouais, alors que non. On va créer des jeunes faibles. La loi a beau interdire, la personne sera mal à l'aise avec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que tout est dans l'éducation, la façon dont on se construit. Quand on se construit, si demain quelqu'un vient te dire parce que tu es foncé, tu n'es pas belle. Aujourd'hui, tu rigolerais devant la personne et tu passerais, tu ne répondrais même pas. Alors qu'il y a... Non, dans l'idée dans laquelle je suis en train de parler, ce n'est pas que tu aurais peur d'elle. Tu trouverais tellement insignifiant et bête ce que la personne est en train de dire que tu verras, soit tu as envie d'éduquer la personne, tu échanges quelques mots avec elle, mais en tout cas, je ne pense pas, en fonction de ce que tu nous as expliqué, ton cheminement, tu serais dans une position où tu es offusqué de ce qu'elle a dit, comme si elle avait un miroir et elle te définissait devant toi. Moi, le danger que je trouve dans ça, parce que je sais que le colorisme, moi, le premier c'était, oui, dans le cercle familial, mais aussi après, quand on sort et qu'on voit que dehors, c'est aussi comme ça, on se dit que c'est une vérité. Si tu ne fais pas partie de ce standard-là, eh ben, tu vas te dévaloriser. Et ce que tu disais, que quelqu'un vient te voir et te dit « Ah ben, t'es foncé, etc., tu le prendras pas mal », bah, je ne suis pas totalement sûre, surtout quand tu es dans cette phase de construction et de vouloir être accepté par les autres. L'idéal, ce serait que toute personne grandisse dans un cadre tellement incroyable et bienveillant que peu importe ce qu'on peut nous dire, en fait, rien n'atteint notre amour-propre ou notre estime, tu vois. Sauf que de manière pragmatique et réaliste, c'est très peu possible. On ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui nous insulte et rien faire, tu vois. Et qu'en fait, c'est toujours la même question de est-ce que dans le combat militant et politique, on décide d'apprendre, nous, à faire le travail de ne pas se laisser atteindre, ou est-ce qu'on décide de changer le monde entier? C'est changer soi-même, c'est la seule chose qu'on peut faire de sûr. Sauf que le monde entier a tort et c'est ça l'idée, quoi. C'est pas que j'ai été à l'abri, au froid, au chaud, ou bien préservé et tout. Non, j'ai connu ça. Mais c'est pas parce que j'ai connu ça que je vais essayer de céder à cette émotion de mon vécu pour imposer ça. Ce que je veux dire, ce que tu dis, c'est très important. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de changer les choses. Moi, ce que je veux qu'on évite, ou que tout le monde en fait évite, c'est d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore où on ne sait pas quels sont les mots qui sont à l'intérieur. On va prendre deux exemples par exemple. Si on prend dans les années 60 aux États-Unis avec l'émergence du mouvement des Black Panthers, quand ils arrivent, c'était le blanc qui était la référence de beauté. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas dit qu'ils vont attaquer le blanc, ils se sont affirmés « Black is beautiful, I'm proud, I'm black and beautiful ». On a même vu dans des magazines, c'est connu, c'est référencé aujourd'hui, des femmes blanches qui partaient dans des salons, demander si on pouvait leur boucler les cheveux à la Black Panthers. Ils n'étaient pas dans une logique on va imposer ça, on va arrêter de parler de ça. Non, c'est pas tabou. C'est juste d'affirmer qu'il y a plusieurs normes et que c'est tout à fait normal. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a peu importe les couleurs de peau, parce qu'en fait, nous sommes tous là sur cette terre et il n'y a pas une couleur unique, quoi. Il y a plusieurs couleurs. Il y a peut-être une différence, et tu seras même peut-être de le dire,
t'as grandi en Guinée. Oui. Donc, toi, tes standards, tes références étaient des personnes noires autour de toi. Pas forcément, je te non? promets. Regarde, j'ai fait du taekwondo toute ma jeunesse et du foot. Je ne savais pas qu'il y avait les Ray Sugar, je ne savais pas qu'il y avait les gros athlètes européens là. J'avais Jean-Claude Van Damme comme référence, j'avais Jet Li qui était en Asie de l'autre côté comme référence. Sur les films, c'est Rambo. On prenait des bois, on courait dans le quartier pour jouer les Rambo et autres. Si tu prends les intellectuels aussi, c'est tardivement que j'ai connu les intellectuels africains. On nous enseignait, c'est en Guinée, c'est un système inspiré sur le système. Toutes mes références elles étaient blanches, mais avec un cheminement, une certaine éducation, des bonnes personnes sur ma route, à un moment donné, j'ai découvert ça et après je me suis redéfini. Aujourd'hui, j'ai plein de t-shirts, je me revendique un peu partout. Quand je fais cette culture noire-là, précoloniale, avec les écrits de Cheikh Anta Diop, je suis allé les chercher. Tu vois, c'est pas que j'avais les références qui faisaient que ça ne me dérangeait pas. Non, on avait justement des références qui font qu'à un moment, quand tu découvres, tu te dis, mais d'où ça vient tout ça, c'est pas normal. J'ai remarqué qu'au sein même de la communauté noire, le fait de s'interroger en fait par rapport au colorisme, ça a pris beaucoup de temps. Quand j'étais petite, je n'osais pas forcément en parler, je savais même pas comment nommer le truc en fait en soi. Et puis en grandissant, etc., en lisant, et puis voilà, le terme est apparu. Mais je trouve que c'est encore un sujet qui est vachement tabou, que les gens n'aiment pas interroger. Voilà, mais non, c'est pas vrai, t'es paranoïaque, c'est pas ça, t'as rien compris. Enfin voilà. C'est libérateur de dater une personne de ma communauté. Je pourrais peut-être répondre à cette question le jour où je rencontrerai un ou une Cambodgien français né en France. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est libérateur de dater une personne tout court. Pour moi, non. Du coup, je reste là. Je t'avoue que moi, j'ai vu la différence entre quand je datais des personnes qui n'étaient pas de ma communauté et des personnes qui l'étaient. Il y a des discours que tu n'as pas avec certaines personnes et des discours que tu peux avoir en toute liberté de pensée et de parole. Je n'aimerais pas être avec une personne où je dois réfléchir à comment mon message va être perçu. Quelqu'un de ma communauté, on a des codes, on a des conventions, de sorte que même quand je ne dis pas quelque chose d'une onomatopée qui sort de ma bouche, elle comprend tout de suite, on se regarde directement. Alors que c'est une autre personne, tu vas tout de suite dire « mais attention, je dis ça, c'est parce que je pense ça ». Je trouve que c'est trop lourd. Je trouve que c'est trop lourd. Et quand on dépasse le détendant dans le cadre familial aussi, c'est pareil. Dans un sens, oui. Je sais très bien que du coup, il n'est pas avec moi parce que je suis noire. Donc tu as tout le truc de fétichisation déjà qui s'enlève et t'es en mode... On se relaxe, mais d'un autre côté aussi, je pense que c'est un peu à double tranchant. On se codifie, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, nous-mêmes, quand on date une personne qui n'est pas de notre communauté. Mais autant quand c'est avec une personne de notre communauté, il y a des codes dans notre communauté aussi. Enfin voilà, je trouve qu'on quitte un problème et on s'en remettre. On pourrait presque dire qu'on vire vers le communautarisme. Ouais. Tu vois, quand on fait... Ouais. Moi, j'ai des amis qui ne datent que des personnes de leur communauté. Et du coup, ça ferme un peu le champ des possibles. Du coup, je pense que je vais rentrer directement dans la question de la sexualité. Quand j'ai daté pas mal de personnes blanches, il y a eu, je répète, des gros problèmes de fétichisation raciale à mon encontre, qui étaient extrêmement violentes et qui m'ont collé à la peau toute ma vie. Moi, j'ai grandi dans un cadre blanc parce que je suis issue de l'adoption. Donc, en fait, sexuellement, en fait, c'est vraiment très difficile et assez horrible, en fait, quand on est assimilée femme asiatique et qu'on peut être une femme asiatique petite, plutôt féminine, ou enfin, je sais pas, il y a vraiment des bails qui sont très malsains. Et moi, en fait, c'est quelque chose que que je veux plus vivre du tout. Et d'avoir daté une personne de ma communauté, ça a tout bouleversé sur le rapport que j'ai à mon propre corps, le fait de pouvoir déconstruire la vision que j'ai de moi-même et surtout d'avoir une sexualité saine qui passe pas d'abord par le spectre racial, parce que ça, c'est vraiment un problème, en fait. Ouais. Et c'est vraiment, ça crée des dissonances dans le cerveau qui sont vraiment pas cool. Moi, j'ai beaucoup bougé au final parce que je me suis rendu compte que la personne avec qui je suis en ce moment, elle est blanche de peau, mais du coup, elle est de culture créole comme moi. Et qu'en fait, c'est la première fois que je me sens aussi bien avec quelqu'un, en fait. Et je crois que parce que juste le fait de ne pas devoir se justifier de tellement de choses, en fait, et de ne pas se prendre des remarques ou des trucs en mode « Ah ouais, quand t'es chez tes parents, tu manges avec les mains ?» Genre juste ce genre de truc, tu vois, et je suis en mode « Ouais, vraiment, tu vois. » Donc ouais, en fait, hyper libérateur. Libérateur de dater une personne de ma communauté, je sais pas. Enfin, peut-être qu'un jour, ça m'arrivera. Et je serai en mode, les gars, c'était libérateur de ouf. Mais là, je sais pas. Par exemple, moi, c'est en le sens où, je me suis permis à moi-même une libération
par la sexualité avec des personnes de ma communauté, parce que dans ma propre éducation, et moi je me suis faite complètement whitewasher en fait, et matrixée par par exemple la désexualisation des personnes asiates, de ne pas les trouver attirants et de m'hypersexualiser aussi. En fait, il y a vraiment des bails de matrixage qui sont vraiment intenses, et quand moi je dis que c'est libérateur, c'est parce que passer par le date avec une personne de ma communauté, c'est que je me suis moi-même libérée. Ça implique qu'avant, c'était compliqué. Tu vois, le mot libérateur, ça induit que c'était dur avant. Il y avait des chaînes. Ouais, voilà. On peut reprendre le débat, mais ok. Je voyais plutôt le mot libérateur comme de pulvériser les chaînes de l'oppresseur, etc. Je me mets avec les gens de ma communauté parce que voilà. Oui, c'est libérateur dans le sens où ce que vous disiez. Moi, ce que je trouve libérateur, c'est de pouvoir mettre aussi un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Quand il y a un truc qui me casse les couilles, je te le dis. Et même si que tu sois de ma communauté ou pas de ma communauté, et surtout quand tu n'es pas de ma communauté, pour un petit peu sensibiliser sur le truc. Parce que peut-être que toi, je suis avec toi aujourd'hui, mais demain, tu seras avec quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Et je veux pas que tu fasses les mêmes dingueries. Donc, il y a ce truc aussi de dire presque bâton de pèlerin, je viens évangéliser par mes relations avec les gens. La prochaine question est: on ne se dit pas beaucoup « je t'aime », mais il y a d'autres preuves d'amour dans ma famille. Ma mère m'a dit quand j'étais petit que sa mère, du coup ma grand-mère maternelle, lui avait jamais dit je t'aime. Et du coup mes parents ont voulu nous éduquer depuis qu'on était très très jeunes à toujours dire je t'aime, mais genre de manière incessante. Genre à table, quand on va dormir, quand on se lève le matin, quand on raccroche au téléphone. C'est vraiment tout le temps. Mais ça en est tellement présent que j'ai l'impression que des fois ça enlève tout sens au terme. Ce qui était plus compliqué, c'est quand on a dû apprendre à se le dire, par exemple avec ma sœur. On a réappris à se le dire. Au début, on se le disait en anglais pour que ça soit un petit peu plus distant. Et du coup, ce qui était compliqué aussi, c'est d'essayer de retrouver des preuves d'amour un petit peu différentes, en passant par des gestes, en fait, parce que c'était tellement simple de le faire avec des mots. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille qui est assez pudique. Mon père adoptif ne m'a jamais dit « je t'aime ». Ma mère aussi, c'est pareil, mais il me le prouve en fait, en posant des actes dans ma vie. Je sais que mes parents se sont beaucoup sacrifiés pour moi, pour ma scolarité, et c'est leur manière à eux de me dire « je t'aime ». Je sais que, par exemple, ma sœur, je lui dis « je t'aime » en lui rendant des services. Moi, on me dit « je t'aime » en m'offrant des cadeaux parce que je suis une personne extrêmement matérialiste et que mes parents l'ont compris. Je vais rebondir sur l'adoption. J'ai été baigné dans l'amour, vraiment. J'étais le fils prodigue, ils m'ont attendu longtemps, donc du coup l'amour était partout, tout le temps. Ma mère me le disait beaucoup, mon père pas du tout. Mais ça a beaucoup joué en fait sur mes relations amoureuses, du coup. Je le disais toujours avec parcimonie. Et je me disais, du coup, quand tu répètes un mot, c'est un peu comme quand tu répètes le mot fourchette pendant 1000 fois, il perd de son sens. Et donc, du coup, je me suis dit, dis-le quand tu penses que c'est juste de le dire. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que mon père me dise « je t'aime », par exemple. C'est un vœu pieux peut-être, mais c'est un truc que j'aimerais qu'il fasse. Voilà. Papa, oui. Pense-y la prochaine fois. Moi, c'est un peu pareil que toi. C'est tabou, quoi, en fait, le mot « je t'aime » dans ma famille. Je crois que j'ai jamais dit « je t'aime » à ma sœur, par exemple. Mon père, j'ai dû lui dire une fois « je t'aime », mais je pense que j'avais fait une énorme connerie. Du coup, c'était un peu pour me rattraper. Et lui, pareil, il a dû me dire « je t'aime » quand j'étais grave mal. Et du coup, effectivement, dire « je t'aime » dans une relation, pour moi, c'était genre, il fallait que ça soit solide et que je savais que c'était genre la femme de ma vie, quoi. Mais maintenant, ça va, je suis plus à l'aise. Du coup, je dis « je t'aime », mais je pense dans des moments un peu plus forts avec elle. Mais c'est vrai que mon père et ma sœur, je vous aime, hein, si jamais. Mais de leur dire, je trouve ça trop dur, quoi. C'est vraiment, ça bloque, je sais pas. Pourtant, je les aime trop, enfin, c'est pas moi. Alors moi, je me suis mise ici parce que je fais la différence entre la famille dans laquelle je suis née et la famille que j'ai construite, en fait. Déjà, dans ma jeunesse, je me souviens même pas l'avoir entendu une fois à la maison, mais c'est les attentions. Quand il y a un problème, tout le monde est là et il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on s'aime. Et maintenant, avec mes enfants, peut-être parce que mon mari, lui, avait l'habitude de beaucoup le dire. En fait, il a ramené ce truc de verbaliser un peu l'amour. Et aujourd'hui, je le dis à mes enfants, souvent. Et c'est en devenant maman et en construisant ma propre famille que je me suis autorisée, moi, à dire à mes parents que je les aimais. Je crois que la première fois, mon père, il m'a dit « Wow, qu'est-ce qu'elle a, elle ?» Mais je me suis autorisée et je pense, en m'autorisant ça, ils ont pu aussi me le renvoyer par des mots.
Mais je pense que c'est la maternité, la famille qui a fait que ça a changé. Et je crois à mon grand frère, j'ai dû lui dire une fois je t'aime. Et j'ai dû recevoir un message de lui aussi avec un je t'aime, mais c'est aussi à l'âge adulte, mais pas avant. Et par écrit, du coup. J'ai l'impression que c'est aussi par écrit. Et par écrit. Qu'il y a une pour le frère, ouais. par écrit, parce que voilà, c'est le grand frère, il faut la stature, quoi. Pour ma part, ma culture d'adoption, c'est une culture corse et niçoise d'immigration italienne. Je pense qu'on connaît le patriarcat latin de Méditerranée. Ma mère, elle a toujours été ultra expressive en amour, tandis que mon père, c'est quelqu'un un peu qui se renfrogne et qui parle pas et qui a du mal à gérer ses sentiments, tout ça. Donc en fait, c'est plus par des actions que l'amour m'était témoigné. Du coup, moi, je me sens plutôt équilibrée à ce niveau-là, quoi. Moi, je suis Peul. C'est vraiment un peu particulièrement pudique. Ça se dit pas les choses. Et moi, je déroge complètement à la tribu. Avant même de venir en France, j'aimais trop parler. Et, toujours cette étiquette de fauteuil qui me collait et tout. Il fait son blanc. Et comme je suis quelqu'un de très expressif, je suis très sensible. Et à l'écrit, je l'écris à mon père parce qu'on s'écrivait et tout. Et il est décédé de là-haut, il va savoir. Une fois, on écrivait, on s'est disputé. Et après, à la fin, on s'est réconciliés. Je l'écris pour insister à une réponse que je t'aime papa et tout. Il me répond, tes paroles sont nobles, tu vois. C'est pas je t'aime aussi, tes paroles sont nobles, tu vois, il ne me l'a jamais dit. Par contre, il y a beaucoup d'autres preuves d'amour. Par exemple, mon père, il va me réveiller à 4 heures parce qu'on a de faire des exercices et tout. C'est des petits trucs qu'on a fait. Avec le temps, je me suis rendu compte combien ça pouvait lui coûter, lui, avec une carrière de magistrat. Il pouvait venir, il travaillait toute la journée, mais il se réveillait exprès à cette heure-là pour juste passer ce moment-là avec nous. C'était une façon de dire je t'aime et tout. Et ma mère, pareil. Ma mère, elle m'a... La seule fois où elle m'a dit « je t'aime aussi », elle y a le « aussi », c'est quand j'ai insisté « dis-le », elle dit « je le sais, si je t'aimais pas, quand je t'ai mis au moins, j'aurais pu t'étouffer, te jeter quelque part ». Tu vois. Et donc c'est quand j'insiste, je dis « mais dis-le, c'est important qu'on l'entende », tu vois. J'ai l'impression qu'en tout cas dans la communauté noire, le fait du coup d'exprimer l'amour de façon verbale, ça peut même paraître comme étant... de la faiblesse, voilà, ou de la vulnérabilité, alors qu'en fait, finalement, on n'a pas le droit d'être vulnérable. Moi, je me souviens que ma mère, elle me disait souvent, mais faut pas pleurer devant les gens, tu pleures pas devant les gens. Tu serres les dents, tu serres les fesses, tu bombes le torse, et voilà. Et du coup, le fait de dire je t'aime à quelqu'un aussi, c'est une façon de se rendre vulnérable devant la personne. Quand tu exprimes d'une certaine façon, ils disent « mais t'es malade, toi, t'es une poule ». Genre, ces mots-là que nous connaissons, tu vois. Mais moi, dans ce que moi j'ai vécu, c'est plus un code social, tu vois, c'est... Ok, on va prendre une salutation par exemple. Quand on va en Occident, il y avait le chapeau, tout le monde portait, la révérence, on tirait le chapeau. Or, si tu prends dans la culture Peul, j'ai vu des grands-mères à moi quand j'allais dans le village faire ça, tu te déchausses en signe de respect. Cette signe de révérence, ce n'est pas le chapeau, tu retires juste tes pieds et puis elle s'accroupit un peu. Donc je pense que c'est une question de code culturel. Ce qui est paradoxal quand même, c'est une culture qui est à 99% orale, qui n'arrive pas à utiliser un mot pour dire cette chose-là. C'est ça aussi le paradoxe de cette chose-là, cette richesse. Il y a un rapport à l'amour et l'affection qui est très particulier dans ma famille du côté maternel. Du coup, étant cambodgienne, j'ai une famille où ils ont tous, presque tous, survécu au génocide des Khmers rouges. C'est un génocide qui a une 50aine d'années. Du coup, il y a toutes les histoires de traumatisme intergénérationnel, etc. Du côté de mon père, autant j'ai jamais entendu les « je t'aime », mais ça m'a jamais spécialement dérangée. Autant chez ma mère, je sais qu'elle m'aime, j'en ai aucun doute, mais j'ai très mal vécu cette ambiance familiale. Je saurais pas comment vous expliquer. Dans ma famille, il y a une ambiance d'enterrement, en fait. C'est un truc très bizarre. Et je me souviens, quand j'étais petite, j'ai eu une période où je disais tout le temps à ma mère que je l'aimais, en attente d'une réponse. Et ma mère, elle me disait justement, mais si je te dis trop je t'aime, si je te dis je t'aime, ça perd de sa valeur. Et c'était un truc qui était hyper compliqué pour moi. Et je pense qu'il y a eu un moment de ma vie où j'ai eu besoin de l'entendre. Et du coup, j'essaye un peu de casser le truc. Des fois, je drop des je t'aime à mes cousins ou à mes oncles. J'ai jamais eu de réponse pour l'instant, mais je persévère, quoi. Ouais, voilà. Est-ce qu'il faut forcément nommer la chose pour qu'elle ait une valeur réellement? Quand je dis à ma mère, par exemple, je lui déclame des poèmes d'amour devant ses sœurs, elle veut fuir, en fait. Mais seule, si je l'envoie sur le message, elle va le regarder et re-regarder. Ce que je veux dire, ça existe réellement. Est-ce qu'on a besoin de nommer la chose? Ou est-ce que l'important, c'est de sentir la chose? Il y a certaines personnes pour qui ça peut être suffisant. J'ai eu besoin d'entendre des « je t'aime » de ma mère, que j'ai jamais eu besoin d'entendre de la bouche de mon père. À une période de ta vie. C'est ça, je pense que c'est une question de et la personne qui le reçoit et la personne qui donne en face. J'ai peut-être un fétiche racial. Je vais assumer, les gars.
Ça réfléchit encore là. Bah ouais, parce que... Et ça remet en question vraiment, ça chamboule. Hein. C'est compliqué de ne pas en avoir, parce qu'on a tous grandi avec des idées reçues. Et même si on ne veut pas qu'on nous colle des étiquettes sur le dos, je pense qu'on le fait tous indubitablement, parce qu'on est des humains et qu'on a... Tu vois, je pense qu'objectivement, moi, je sais, par exemple, jusqu'à longtemps, j'étais persuadé qu'il y avait potentiellement un intérêt quelconque, en tant qu'homme noir, à avoir des rapports sexuels avec des Asiatiques. Parce que j'avais grandi dans cette fabulation, tu vois, que la femme asiatique, elle était comme ci, comme ça. Non pas que je l'ai fait, hein, mais je me suis dit, j'ai cru, parce qu'on m'avait dit. Et moi, je pense que j'ai eu des fétiches raciaux, mais j'aimerais les abroger un peu plus quand je grandis. Moi, je suis non, mais sans aucun mérite, quoi, parce que je n'ai pas été exposé au même environnement que toi. Chez moi, en Guinée, on n'était pas exposé à cette question raciale. Toutes les personnes que tu regardais, vous n'êtes peut-être pas de la même ethnie, mais vous avez tous les mêmes apparences, les mêmes codes sociaux, plus ou moins. J'aimerais bien dire non et aller là-bas, mais je mentirais en fait. Enfin, juste ce truc de se dire qu'on est tous humains, est-ce qu'on n'a pas tous une part de racisme en nous déjà, et tu vois, apprendre à déconstruire ce truc-là et tout. Du coup, voilà, je reste là. Pendant longtemps, je pense que j'ai eu un gros truc autour des personnes blanches en fait. Genre vraiment sur tout ce que ça valide chez toi en tant que personne racisée. Pour moi, ça a été un gros truc, une grosse violence de déconstruction en vrai, de réussir à pu essayer de chercher cette validation et dans le regard d'une de ces personnes, quoi. En vrai, je suis assez fier du travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je fais tout pour, mais je pourrais jamais affirmer non en fait de manière certaine, quoi. Enfin... Il y en a une qui a changé de place là-dedans. Faut que tu t'expliques. Ah, ça a été un... J'étais en train de parler avec moi-même pendant un moment. Hein. Hier, il y avait le film Titanic qui passait à la télé et j'étais fan. Et ce matin, j'ai discuté avec ma cousine et qui me disait « Ah ouais, mais tu te souviens à cette époque, finalement, tu t'es mariée avec ton Leonardo DiCaprio. » Je me suis dit « Bah... Bon, déjà, ça va lui faire plaisir si on lui dit qu'il est Leonardo DiCaprio. » Et je me suis dit « Ouais, peut-être, en fait. » Et il y a aussi autre chose, c'est que je pense que le fait de me tourner vers un homme blanc, c'était pas anodin aussi de par mon histoire, parce que j'ai été victime de violences sexuelles quand j'étais plus jeune, petite, donc d'une personne noire. Je pense que mon cerveau, à ce moment-là, pour me protéger, s'est dit « Ne te tourne pas vers un homme noir parce que tu vas être malheureuse. Donc, tourne-toi vers l'opposé. » Oui, en fait, j'ai mon fétiche racial, mais c'est un fétiche racial né peut-être de trauma. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'étais là, je me dis, je suis en train de faire une psychanalyse là en fait. Et même si je n'assimile pas violence sexuelle et homme noir aujourd'hui, je pense qu'à ce moment-là, pour continuer à avancer, j'avais besoin de ce fétiche auquel me rattacher. Ça me parle parce que dans mes constructions, quand j'étais adolescente, du coup, moi, mon truc, c'était genre... Enfin, je sais pas, il me faut un grand mec blanc et blond, quoi, tu vois. Enfin, on m'avait mis ça en tête et j'y allais à fond. Je me suis dit, ok, ouais, en fait, il me faut ça. Je sais pas si c'est une question de fétiche racial. Tu vois, quand on est construite en société occidentale, est-ce que le fétiche racial blanc peut exister? Pour ma part, il s'agit plus de système de suprémacisme, en fait, d'idéaux. On m'a inculqué, en fait, un idéal que j'ai recherché toute ma vie. Et c'est quand, au fur et à mesure de mes rencontres, etc., avec des mecs blancs, où il y a eu des emprises sexuelles, cette espèce de construction d'idéal qui forcément s'est effondrée quelque part. Et tant mieux. Et du coup, moi, j'ai ce cheminement inverse, mais qui en même temps, ça me fait écho, en fait, ce que tu me dis, du coup. C'est fou, le côté construction sociale. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'ai grandi avec Walt Disney. Et pareil, la femme idéale, c'était Cendrillon, c'était Blanche-Neige. Mais c'est compliqué de déconstruire tout ça, de te dire, en fait, les 18 premières années de ma vie ont été fausses. Tu vois. Pour le coup, moi, mes princesses Disney, c'est genre Mulan, Pocahontas, Vaiana. Genre, on me compare tout le temps à Vaiana ou Maui, tu vois, donc pour moi, c'est ça mes références. Mais du coup, genre, les nouvelles princesses Disney, qui sont vraiment genre des peufras, tu vois, c'est pas du tout des gadgets blanches, tu vois. Vers mes 9-10 ans, en fait, il y avait Sakura, chasseuse de cartes, qui est apparue à la télévision, le mercredi matin sur M6 Kids. Enfin, pour moi, c'était la première fois que j'avais une représentation bridée, en fait, d'Asiates, et où il y a Sakura et son chéri Shaolan, tout ça. Enfin, ce truc de Disney, moi, ça a basculé avec... lorsqu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé, quoi, aussi,
en Occident, quoi. Moi, j'ai bougé de ouf, j'étais là, enfin, j'ai vraiment fait n'importe quoi dans ma tête. Mais quand t'as parlé, en fait, waouh, je me suis dit, en fait, si. Mais moi, c'était pas, du coup, sur les violences sexuelles, mais plus sur la précarité. Et j'ai l'impression que j'avais des représentations de l'homme noir qui étaient précaires, avec des familles un peu en bordel, quoi. Et du coup, j'étais un peu en mode, non mais moi, il me faut un mari blanc. Comme ça, j'aurais des Noëls de ouf, j'aurais des repas de famille tous les dimanches et j'aurais une famille solide. C'est aussi par rapport aux préjugés et stéréotypes et l'image qu'on a dans les films et dans tout ça qui a construit ça que j'ai en tête. Mais de toute façon, maintenant, aujourd'hui, je suis avec une meuf, donc... Mais elle est blanche, donc je sais pas trop encore, du coup. En vous entendant parler, surtout toutes les deux, je me dis, ah oui, par exemple, ma grande sœur, des personnes de ma famille lui ont mis la pression pour qu'elle se marie avec un homme blanc, parce que se marier avec un homme blanc, c'est synonyme de réussite sociale, ascension sociale, pouvoir, stabilité, etc. J'ai entendu ça en grandissant, mais moi, quand je me suis retrouvée dans des milieux à majorité blanche, j'ai toujours cherché en fait une personne qui me ressemblait. J'étais la seule noire de ma classe et de ma promo. Je suis tombée in love du métis parce que c'était celui qui me ressemblait le plus. Moi, je suis d'origine comorienne et chez nous, il faut se marier avec un Comorien, basta, même de son propre village, presque, voilà. Et c'est elle qui l'a dit. Pardon, hein, les Comoriens, mais on se sait. Je me souviens de conversations où ma mère parlait quelqu'un de la famille ou autre qui s'était marié avec un Sénégalais et qui était là en train de dire « Oh là là, mais pourquoi elle est allée chercher un Sénégalais ? Au moins, elle aurait pu ramener un blanc. Les enfants auraient eu de beaux cheveux. Oh. » Et ça m'avait tellement choquée. En fait, ça pèse énormément. Ouais, c'est comme des trucs un peu subliminaux qui sont envoyés dans la tête, qui ont l'air anodins comme ça, mais qui sont là. Et je trouvais moi ça d'autant plus bizarre que c'était comorien ou rien d'autre. Donc je me disais, pourquoi faire une hiérarchie finalement si c'est que comorien et ensuite les blancs. C'est ça. Ouais, voilà, à peu près. On peut s'aimer, peu importe notre culture d'origine. Je suis pour la mixité, vraiment. Je peux comprendre que des fois ce soit complexe, mais c'est ce qui fait, je pense, la beauté d'une relation, c'est qu'en fait on trouve des consensus. Je prends mon cas, par exemple, je suis sorti avec une Asiatique pendant 1 an et demi. C'était une culture que je connaissais pas, que j'avais beaucoup d'a priori dessus, et je me suis dit, très bien, là j'ai l'opportunité d'apprendre et de sortir grandi d'une relation. Est-ce que tu as commencé ta relation, ou genre dans ta relation, tu t'es dit que c'était une occasion de sortir grandi d'une relation? Non, non, parce que c'est... non, mais c'est pas... Okay, non, mais c'est bien que tu marques un point, t'as raison. non, mais pas dans ce sens-là, mais... Non, c'était pas le but, je suis pas dans une mission de découverte... Mais non, mais c'est a posteriori, en fait, que je me suis dit, quand j'ai rencontré du coup sa famille, j'ai d'abord vu des individus avant de voir des Asiatiques. Moi, j'avais grandi qu'avec des Blancs, qu'avec une vision du monde qui était europo-centrée. Et eux, ils étaient encore très traditionnalistes. Et c'est quelque chose que je connais pas. Donc je me suis dit, vas-y, embrasse ça à bras-le-corps. Mais c'était pas le projet initial. T'es pas d'accord? En fait, moi, si en soi, je suis totalement d'accord. Ce qui me fait juste peur, moi, c'est l'espèce de fantasme qu'il peut y avoir, justement, sur les chocs de culture. Genre le gros mythe de Roméo et Juliette, en fait. Oui. En mode, genre, les deux familles opposées, les deux trucs opposés, les cultures opposées, on va les faire se mélanger, et bim, genre, avec l'amour, on va régler tous les problèmes dans le monde. En fait, des fois, genre, t'en as un stade dans ta vie où l'altérité, c'est juste de la violence, et t'as besoin de te centrer sur toi, et le fait d'être avec une personne qui est de ta culture, ça te permet de puiser encore plus loin dans ta propre culture, et de régler des choses qui sont intérieures, tu sais. Mais l'idée vraiment selon laquelle les enfants métis, c'est le futur. Ça, c'est horrible. Hein. Moi, quand je dis que je suis avec un blanc et qu'on me dit « Ah, vous avez des enfants ? Ah, ils doivent être super beaux. » Mais j'ai envie de cogner les gens, en fait. Ça veut dire quoi, en fait? Et les autres enfants, ils sont dégueulasses, quoi. Si mon mari était noir, quoi. Et donc, toi, cette image du métis, c'est waouh, c'est métis yeux bleus, encore plus. Métis yeux bleus avec des taches de rousseur. Oh là là. Ça, oui, c'est vrai. Moi, mes enfants, ils ont pris mes yeux. Ah, mais c'est dommage. C'est dommage. Mais pourquoi ils n'ont pas pris les yeux du papa? Oh, putain, c'est ta gueule, quoi.
Moi, je peux pas trop me situer parce que j'ai pas vraiment de culture d'origine, c'est compliqué. J'ai une culture d'adoption et j'ai aussi une culture de reconnexion en fait avec mes origines, qui est pour moi la culture AZN. AZN, le terme à la base, c'est une abréviation qui vient de l'anglais Asian. C'est un mouvement social asiate qui a eu aux États-Unis et c'était des communautés déjà plutôt est-asiates qui revendiquaient une fierté en fait asio-américaine après des siècles de périlisme jeune en fait aux États-Unis, donc c'est un mouvement social. Le mot il s'est exporté en France et on appelle ça des AZN par rapport à l'abréviation, mais en France ça n'a pas été un mouvement social, mais plutôt la création d'une e-communauté en fait spontanée asiate pour des Asiates en fait qui étaient à la base très isolés en fait là où ils étaient et qui on fait communauté, on cherchait à faire communauté sur Internet. Et se réunissaient en fait autour commencer à aborder la question de la solitude, les problèmes raciaux en village, en campagne, en banlieue, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ou... D'accord. Mais bon, du coup, c'est très époque année 2000, quoi. Donc, alors, dans le contexte en Occident, c'est peut-être différent quand on est entre personnes racisées, déjà, parce que je pense qu'il y a, de mon expérience, des empathies en fait qui peuvent s'activer par rapport à certaines choses. Par contre, quand on parle de mixité, en termes avec une personne blanche, je trouve que c'est tout de suite très très compliqué, en termes de culture bien sûr, mais même en termes racial. J'avais des ex qui venaient de la même culture adoptive que j'avais, du coup, culture corse, niçoise, etc. C'était un désastre en fait en termes de fétichisation, tout ce que vous voulez. Sa daronne, elle voyait en moi la porteuse de bébé asiatique blond avec des yeux bleus. Ce genre de choses en fait, c'est réel. Moi j'ai tendance à dire non. Peu importe la culture d'origine, il y a des cultures d'origine qui sont diamétralement opposées et il n'existe simplement pas de pont. Et même quand on essaie de mettre les ponts, on passera la vie de couple à entretenir ce pont plutôt qu'à vivre réellement la relation. Quand les deux ne sont pas très ancrés dans leur culture, c'est juste un semblant, ça peut bien fonctionner. Par exemple, si je suis un musulman qui ne pratique pas du tout, j'ai aucun problème d'être avec quelqu'un qui est athée ou quelqu'un qui est chrétien qui ne pratique pas. Mais si je suis ancré dans mes valeurs et que je suis vraiment discipliné et que je suis ça à la lettre et que je rencontre une chrétienne qui est ancrée dans sa culture à elle et qui discipline, il y a certains messages qui sont pas associables. Donc dans ces cas-là, vous ne pouvez simplement pas vous aimer, même si vous avez des sentiments. C'est mieux que vous vous saluez, vous dites « je t'aime pour tout l'amour du monde, je vais garder ce souvenir, je vais le chérir toute ma vie ». Mais ce n'est pas possible parce que quand tu te lances dans une aventure de couple, tu dépasses ta dimension, il y a la dimension familiale qui rentre en compte. Et il y a aussi celle que tu vas construire. Tous ceux qui sont rentrés dedans, que j'ai connus, ça a fini par éclater et avec des rancunes. Ça a laissé des traces et des cicatrices. Oui, on peut s'aimer, peu importe notre culture d'origine et dans le temps, mais à condition de les avoir vraiment discutés, tous ces éléments, et d'être vraiment OK sur comment on va mener sa vie. Donc c'est pour ça que voilà, la phrase en elle-même est vraie et on veut y croire, mais il y a des réalités qui font que... Si on prend la question essentielle qu'est la finance, moi je viens d'une culture où, tant que mes parents ils sont vivants, ou mes frères, mon argent, c'est en quelque sorte leur argent. C'est moi qui suis administrateur de mon argent. Et dans ma culture, je n'ai pas besoin de venir demander la permission limite à ma femme de le faire. À un moment, quand je vais toucher à mon patrimoine, elle voit des sorties d'argent qui vont vers la famille. Si elle n'a jamais connu ça dans sa culture, à un moment, ça crée une friction entre nous. Et moi, j'ai tendance à dire, même quand on en parle, ça crée des problèmes. Je suis dans le oui idéalement et dans le non de façon très pragmatique et de façon très réaliste en fait. Voilà. J'ai bougé parce que moi, je partais du postulat que les deux protagonistes n'étaient pas ancrés à 100% dans leur culture. Moi, quand j'ai rencontré mon ex-belle-maman, du coup la maman de cette compagne qui était asiatique, elle a dit à sa fille il est moche. Mais pas il est moche dans le sens où elle n'avait pas mon faciès. Il est moche parce qu'il est noir, qu'il n'est pas asiatique, et que dans leur famille, en fait, elle avait 3 ou 4 frères, je crois, qui, eux, avaient déjà des compagnes asiatiques. Je sais pas trop, en vrai, je suis perdue. Je crois que j'avais pas réfléchi à cette question. Genre, je pense que je serais au milieu. Je serais, oui, on peut s'aimer parce que j'ai l'impression qu'on peut tomber amoureux de n'importe quelle culture, mais il y a des choses qui vont bouger ou qui vont poser question si on n'a pas la même culture. Mais, ouais, franchement, je sais pas, je suis perdue. Je réfléchirai. Waouh. Du coup, moi, je suis issue de ce métissage-là, de cette mixité-là. Et putain, qu'est-ce que c'est compliqué. Genre, c'est... Enfin, tout ce que vous dites, en fait, c'est réel. Moi, je pense qu'effectivement, on peut s'aimer. Moi, j'ai ma sœur. Du coup, on a le même père tunisien. Et elle, sa mère, c'est une blanche française. Mon père,
a refusé de lui parler pendant 5 ans parce qu'elle a eu des enfants avec un noir. Donc c'est un peu tout le débat Maghreb, noir, voilà. Du coup, je pense à ses neveux, je pense à moi. Des deux côtés, je suis la seule métisse. Je trouve ça dommage, en fait. Enfin, je vois mes petits cousins et tout qui grandissent dans une communauté. Et c'est super parce que du coup, ils ont un sentiment d'appartenance que moi, je ne connais pas. Mais à l'inverse, il y a plein de trucs sur lesquels moi, j'ai eu les privilèges d'être ouverte que eux n'ont pas. Je suis pas dans le oui, je suis pas dans le non, je me suis juste décalée vers le oui parce que je veux porter cet espoir un peu là, mais c'est compliqué. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai l'impression que ça invalide un peu mon existence. Enfin, genre, si cet amour-là, il est pas possible, nous, les métis, on fait quoi? Enfin, ça veut dire on est des échecs, Vous voyez ce que je veux dire? C'est effectivement hyper compliqué, c'est peut-être même presque une mission impossible. Mais je pense qu'il ne faut pas occulter non plus tout le positif que ça peut engendrer. Pour moi, je ne pense pas que ce soit une mission impossible. Je pense juste que les règles doivent être fixées au début. Le fait, en fait, de se dire « oh, je me lance dans un amour avec 2 cultures différentes en me disant « voilà, YOLO, super, ce qui arrivera, tant pis si ça ne fonctionne pas », à un moment donné, ça a une limite. Il faut discuter de ces choses-là. Et il faut trouver les compromis. Parce que sinon, là, on part de là, on ne croit plus en l'amour, on dit, allez, tant pis, c'est la merde. Non, il faut y croire. Ça existe. C'est le compromis. Moi, je pense à la manière dont j'ai été élevé, du coup, sur ces compromis. Si on doit parler de culture religieuse, ma mère, elle suit la foi Baha'i. Et tout le côté de mon père, du coup, il y a une grosse foi du côté de l'hindouisme. Et j'ai passé genre plein de dimanches matins chez ma grand-mère, levée à partir de 4h du matin pour faire des samblani. Et le jour d'après, à faire des prières avec ma mère pour la suivre dans son carême. J'ai été baptisé nulle part, j'ai suivi plein de choses, j'ai appris énormément de trucs. Et il n'y a aucun moment dans ma vie où quoi que ce soit m'a été imposé. Et je trouve que ça a marché, tu vois. Enfin, ils sont mis d'accord sur qu'est-ce qu'on leur inculque comme valeur religieuse. Je suis athée, du coup, et je suis hyper heureux, en fait, d'avoir eu tous ces enseignements aussi parce que y a une certaine idée de la culture qui est, je considère, importante à préserver. Mais c'est grave possible, du coup, ça peut marcher. Moi, je suis en couple du coup avec une fille et du côté de mon père, la famille est musulmane. Je me suis dit non mais là dans quoi je me lance alors que j'annonce à tout le monde que je suis en couple avec une fille, je vais me faire renier de la famille. Déjà mon père, j'étais en mode c'est la fin du monde. Elle, sa famille accepte très bien son homosexualité et du coup là on était en mode bon pendant 6 mois j'allais chez elle, je rencontrais ses parents, mais elle pas du tout en retour. Elle venait pas chez ma famille etc. parce que moi je n'osais pas la présenter à ma famille parce que j'avais peur des réactions. Et ça me fait aussi penser, du coup, par rapport à la religion. Mon père, lui, il était dans la religion musulmane quand il était à Djibouti, mais quand il est venu en France, il est sorti un peu de cette religion. Enfin, il nous a aussi parlé de cette religion. Et au final, nous, on est athées, en tout cas, moi et ma sœur. Et quand on va là-bas, à Djibouti, notre famille n'est pas en mode c'est grave, elles font pas la prière, elles portent pas le voile, eux ils ont accepté quoi. Et du coup je me dis en fait on peut s'aimer si la personne en face accepte la culture de l'autre. Si j'ai des enfants, j'ai peur qu'ils ne me ressemblent pas. Ce sera mes enfants en fait, je pense que peu importe à quoi ils ressemblent, t'es content. Toi qui as les enfants, je pense que tu te disais pas je veux qu'ils soient comme ci, comme ça. Tu les as eus et puis tu les as aimés le jour où tu les as eus sur la poitrine, quoi. Oui, bien sûr. Je les ai aimés tout de suite. Voilà. On retient bien ça. J'avais inconsciemment une peur. Bon, je vais dire ça brut. Mon mari est blond avec une barbe rousse et je me disais s'ils prennent tout de ce côté, on va me prendre pour la nounou. Et je dis ça, je peux pas, je pourrais pas le supporter. Donc il y a ce truc physique et il y a aussi ce truc plus d'appartenance sociale. Moi je suis une banlieusarde, j'ai grandi en banlieue et à chaque fois je me disais punaise, j'espère qu'ils vont pas renier ce côté-là, côté social, je veux dire, parce qu'ils sont les deux à la fois. C'est plus pas physiquement mais socialement. Si j'ai des enfants avec une femme, ça veut dire qu'il faut faire une PMA déjà. Donc ça veut dire qu'il faut choisir un donneur ou pas, parce que déjà on ne choisit pas notre donneur en France. Je pense que je te rejoins aussi sur les questions de j'aimerais bien avoir un enfant qui
peut se poser des questions sur les questions raciales parce que je me dis, moi, j'aurais des choses à lui apprendre. Il sera dans une sécurité que moi, j'aurais des termes, j'aurais des choses et tout que moi, peut-être, on m'a pas apporté. Et il y a un truc de transmission que j'ai envie de donner. J'ai envie qu'il ait les cheveux bouclés parce que j'adore m'occuper des cheveux bouclés. Et du coup, je serais trop contente si j'ai une fille et que je pourrais lui faire ses petites boucles, quoi, tu vois. En France, on n'a pas le droit de choisir notre donneur. Donc, on ne sait pas du tout c'est qui va donner les gènes à notre enfant. Mais par contre, nous, on est un peu intéressés par la méthode ROPA, et c'est réception des ovocytes du partenaire. Mes ovocytes sont fécondés à l'extérieur par un donneur qu'on connaît, et on le met dans le ventre de l'autre femme. Okay. Du coup, la femme porte mes ovocytes à moi, et du coup, je trouve que là, il y a grave un truc où c'est le sang, c'est le ventre et tout, voilà. Mais en France, il n'y a pas ça. Et il y a aussi un truc que moi, par exemple, ma mère, elle est décédée quand j'avais genre 3 ans, et je sais pas du tout, enfin, on m'a jamais parlé de qui elle était, son histoire, sa vie de famille et tout. Et j'ai envie que mes enfants, ils savent quand même si c'est juste du sperme, en fait, mais juste, il y a un truc derrière, quoi. Derrière un sperme, il y a une histoire, enfin, je sais pas, il y a un truc, quoi. Mais je veux juste ça. Après, l'enfant, il sera pas en mode, ah oui, c'est mon papa. Non, non, c'est ton... Je sais pas, il y a un couple de mères qui appelle le donneur, il l'appelle genre papa petite graine, quoi. Je me permets juste d'intervenir sur quelque chose, du coup, en tant que personne adoptée. Mais tu vois, quand tu parles, par exemple, de la question du donneur, c'est le papa graine. Et en fait, tu vois, moi, c'est des questions que beaucoup de personnes adoptées se posent aussi. Je sais pas ce que ça fait, en fait, de ressembler à quelqu'un. Pour moi, c'est une notion complètement étrange physiquement. Okay. Et tellement qu'il y a un peu ce truc chez des personnes adoptées qui ont jamais pu affronter entre guillemets, le visage des mères et pères d'origine. Par exemple, il y a un truc très bizarre de prendre des selfies à longueur de journée. Tu vois, ça, c'est une pratique que j'ai très personnelle, en fait. Mais j'aurais beau me regarder plusieurs fois dans la glace, j'arrive pas à comprendre les traits de mon visage, en fait. Des fois, pour moi, la question de faire des enfants, ça peut tomber dans des espèces de côté un peu égo trip, en fait, que moi, me paraît parfois un peu pas OK ou malsain. Et mon premier filtre à cette question, c'est pas le kiff de me voir en miroir avec un baby, tu vois, mais plutôt sur, par exemple, je suis en couple avec un mec, il est asio-descendant lui aussi, et je sais juste que j'aurais par exemple envie de faire des enfants avec lui uniquement parce que je sais que le cadre, il est sain entre nous, et ça peut être le bon cadre pour enjoy, quoi, donner de l'amour, de la transmission. Quand je devais avoir 10 ans, j'ai une maman qui est blanche et un papa adoptif qui est noir. Et quand j'étais petit, en fait, j'assumais pas du tout le fait d'avoir une maman blanche. Et donc, quand on était les 3 en ville, je marchais à côté de mon papa et je m'éloignais un peu de ma maman. Parce que je me disais, peut-être qu'on va penser que c'est ma belle-mère ou que c'est la nourrice, on ne sait pas. Enfin, des fois, ça arrive. Et je rebondis sur le coup du selfie, pareil. J'en fais tout le temps. Mais je pense que c'est parce que je cherche, en fait, d'où viennent ces traits que j'ai. Parce que j'ai pas d'image de mes parents adoptifs, biologiques. Et plus j'en fais, plus je me dis, en fait, ça, c'est pas le nez de mon père, c'est pas les oreilles de ma mère, c'est pas le menton de mon père. Et donc, tu es en perpétuelle recherche de ton identité. Et je pense que ce sera ça jusqu'à ce que je décède, tu vois. Mais que mes enfants me ressemblent ou pas, en fait, ça m'apportera plus qu'ils me ressemblent psychologiquement que physiquement. Moi, là, je pense qu'il va me falloir encore beaucoup d'années pour ne serait-ce que m'accueillir dans mon foyer, tu vois. Et donc accueillir quelqu'un d'autre, c'est inconcevable pour moi. Pour l'instant, je pense que c'est assez complexe quand t'es... C'est très complexe. Surtout que, par exemple, en discutant avec du coup mon copain, on pensait pas directement à la question enfant biologique. On a déjà parlé de adopter nous-mêmes, en fait. Oui. Moi, j'ai eu l'impression, à 13-14 ans sur Internet, d'avoir une espèce de renaissance avec mes origines, un peu une renaissance cyber, en fait, avec cette culture AZN. Et je sais que ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir effectivement transmettre, et qui sont les douleurs liées au racisme, aux réalités de la solitude raciale. Je pourrais ressentir cette ressemblance avec un enfant que j'adopterai, en fait, parce qu'il y a cette ressemblance de l'expérience de la déchirure, en fait, et de la rupture que tu as. Et je sais que ça, c'est déjà une ressemblance, en fait. Moi, je vous rejoins totalement. Je n'ai pas été adoptée, mais en fait, ce que tu as dit, là, ça a grave fait écho, ce que tu as dit, de ne pas réussir à saisir les traits de ton visage. C'est un truc que j'ai beaucoup et que j'y avais jamais réfléchi, mais
tu l'as dit, je dis ouais, mais c'est ça en fait. Et parce que moi, je ressens pas du tout ni à ma mère ni à mon père. Enfin, il y a des traits évidemment, mais voilà, il n'y a pas de forte ressemblance. Du côté de mon père, tous mes cousins et tout, c'est tous vraiment des purs clichés tunisiens. Du côté de ma mère, c'est des purs clichés cambodgiens. Donc moi, je suis là au milieu encore, comme d'hab. Mais du coup, moi, ça pose la question de comment est-ce que je peux transmettre mes cultures sans transmettre les traumatismes liés à la guerre, au métissage, à tout ça. Et voilà, du coup, ça a soulevé tout ça. Je vais méditer en rentrant chez moi. C'est un sujet qui est très peu abordé dans les familles d'adoptés. On met souvent en avant le principe du couple qui va sauver un enfant à l'étranger, que ce soit en Asie ou en Afrique. Mais on oublie qu'en fait, c'est aussi une déchirure d'une famille, en fait, initialement, tu vois. Je n'ai pas été dans la situation d'adoption. Je ne sais pas si c'est pas un peu arrogant ou narcissique de dire j'aimerais pas avoir un mini-moi, quoi. Que ce soit en version féminine ou pas, je veux être unique, moi. Je suis unique, je veux pas une photocopie de moi. Mon enfant, il ressemble à sa mère, son grand-père, son arrière-grand-père, sa tante, son oncle, tant mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre nous. Mais moi, à ce niveau, ma réponse, elle va être beaucoup plus spirituelle. Khalil Gibran, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a un moment où le prophète, s'adressant à une femme qui lui demande « Parle-nous des enfants », il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». C'est en quelque sorte, vous n'êtes que le filtre par lequel ils viennent. C'est comme une flèche que vous décrochez sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Certains vont atteindre la cible ou pas. Donc la question que je me pose plus dans cette question-là, c'est ma responsabilité en tant que père, ce que je ferai vis-à-vis de mes enfants. Est-ce que je vais leur donner le minimum de transmission de capital culturel qu'on m'a donné, je vais leur donner, c'est mon obligation. Et après, à eux de déployer leurs ailes, d'aller à des horizons que moi, peut-être, j'ai vus comme inatteignables. Donc, vouloir qu'ils me ressemblent, c'est un peu, en quelque sorte, les brimer, alors qu'ils auraient pu être des aigles. Moi, j'en ferais des pigeons. Donc, je n'ai vraiment pas peur que mes enfants me... Il y a une belle analogie, non mais j'aime bien. Moi, je me suis toujours dit que je voulais jamais avoir d'enfants. Le seul moment où je pense au fait que des enfants puissent me ressembler, c'est des meufs blanches qui m'ont dit à chaque fois qu'on sortait ensemble, j'aimerais trop que tu me fasses un enfant pour qu'il ait tes cheveux. Et Bérénice, encore une fois. Règlement de compte en live. Moi, j'aimerais trop qu'ils me ressemblent juste pour pouvoir m'occuper de leurs cheveux. En fait, j'ai pris trop de temps à trouver comment m'occuper des miens pour laisser quelqu'un d'autre perdre son temps comme ça, tu vois. Je me dis, si on a le même capital capillaire, tu viens là, je m'occupe de toi. Mais vraiment, c'est des questions qui sont si loin de moi que... Moi, je pars du principe que du coup, je suis une femme noire, donc peu importe. Si je me mets en couple avec un homme noir, mes enfants seront noirs. Si je me mets en couple avec un homme blanc, je considère que mes enfants seront noirs aussi. Si je me mets en couple avec un homme d'origine asiatique, pareil, mes enfants seront noirs. Donc bon, à partir de là, la ressemblance physique, bon, moi, ça me dit trop rien. Mais concernant tout ce qui est valeurs, je me suis battue pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Transmettre le truc à... Et pareil, toujours l'idée du pigeon et de l'aigle, là, qui était juste... qui était incroyable. Bah oui, en fait, voilà, je te donne tous les outils pour être ce que tu... Enfin, pour être tout simplement, et deviens ce que tu veux devenir. Quand mon ou ma conjointe me présente à ses amis ou à sa famille, je sens les regards. Moi, je pense que ma copine, elle me préserve un peu. Et du coup, je suis à 2. Parce que je pense que forcément, il y a des regards parce que tu présentes quelqu'un. Enfin, forcément, la personne, elle te regarde haut en bas pour voir s'il n'y a pas un truc qui cloche. C'est un regard de... c'est la personne qui va partager la vie de ma fille. Alors moi, j'ai pas trop ce problème-là. Mes plus longues relations, mes relations sérieuses ont été entamées avec des hommes noirs. Donc c'est vrai que la question de regard, même par rapport aux amis, par rapport à la famille, c'est pas quelque chose qui me... Enfin, ça me touche pas particulièrement. C'est quelque chose que je n'ai pas vécu et je me sens très bien là. Moi, je sais que je suis un homme noir de France. Je sens les regards constamment, quoi. Puis comme je suis dit, j'ai grandi avec majoritairement des blancs. Donc j'ai fréquenté majoritairement des blanches. C'était pas forcément perceptible au début, mais ça venait après. Vous les... Mais c'est pareil, ça, je l'ai compris qu'à posteriori. Je me suis dit, en fait, j'ai laissé passer plein de choses qui, sur le moment, en fait, tu rigoles parce que, voilà, t'es pendant un festin en famille et que t'as pas forcément envie d'ouvrir des portes. Avant, je m'auto-censurais. Voilà, accepter les petites phrases, les petites choses comme ça. Il y avait une autocensure et maintenant, je me permets de reprendre. Mais je me réfrène encore parce que les seules fois où j'ai pu, des fois, reprendre,
c'est un peu parti un peu plus loin. Je le sens aussi sur le regard, le regard qu'on porte à mon mari aussi. Tous les jours, je l'entends parler au téléphone, je crois qu'il ne fait que ça presque avec les gens de son entourage, où il se sent de visibiliser des fois les problématiques que l'on peut rencontrer. Même des fois, il va un peu plus loin que moi, vraiment, parce qu'il le prend vraiment, vraiment à cœur. Mais oui, je sens ce truc de « Ah, lui, c'est le mari de la noire, donc c'est normal, il va dire ça, quoi. » Comment on le voit, lui, en tant que mari d'une femme noire, et moi, étant avec une personne blanche, je ne sais pas si c'est encore le moment de pouvoir aller plus loin et peut-être un peu plus rentrer dans l'art. Je ne sais pas si j'en ai envie aussi. Encore une fois, c'est pas moi je suis arrivé en France tardivement, donc j'ai pas connu ça. Et quand au moment où je suis arrivé en France, j'avais développé un certain niveau d'éducation qui fait que je me détache complètement du regard des autres. Peut-être qu'ils existent, ou ils ont existé à un moment, mais quand je rencontre des gens, généralement, je ne me préoccupe aucunement de comment tu me perçois ou comment tu me vois. Moi, je m'affirme tout de suite, je sais celui que je suis et je n'ai pas besoin de ta validation dans mes yeux ou autre chose. Mais à ma connaissance, non. À part des regards qui brillent, qui expriment une certaine satisfaction. Faut détendre un peu l'atmosphère. Quand j'étais en couple avec des personnes blanches, j'irais à 5 directement en fait. Les regards, ils sont là et on devient cette espèce de bête de foire. Ouais, de bête de foire. Plus quand t'es une femme asiatique dans la rue qu'on te regarde avec un mec blanc, il y a des espèces de regards fantasmés très bizarres en fait. C'est très gênant. Mais du coup, en étant maintenant avec mon copain actuel, du coup, qui est asiate aussi, curieusement, quand on s'est mis ensemble, il y a eu des nouveaux types de regards qui sont pas liés à sa famille, mais plutôt des amis de l'entourage. Parce qu'on était, entre guillemets, les deux seuls asiates du milieu artistique dans notre ville. Les gens croyaient qu'on avait fait exprès, quoi. Et les gens ne voulaient pas accepter qu'en fait, c'est possible d'être deux asiates du même milieu, dans le même cercle. En fait, les gens, ils sont dans une non-acceptation, en fait. C'est vraiment très étrange, quoi. Les regards, je les ai toujours sentis. Et je crois que la première manière dont ça m'est apparu, c'est quand je me suis surpris en train d'essayer de compenser ce que je pensais que les gens allaient juger de moi. Et moi, j'ai toujours été genre, un peu imposant physiquement. On a toujours ce truc genre un petit peu bestial, un petit peu genre manque de capacité à réfléchir. Du coup, à chaque fois genre, que je suis avec ma copine et que c'est pas tellement sa famille, plutôt ses potes et ses collègues, où il y a vraiment ce truc genre, où j'essaye d'en faire des tonnes en mode j'ai fait telle école. À chaque fois que quelqu'un parle, j'ai toujours genre, l'envie de devoir genre lâcher là les références littéraires. En mode, tu parles de ça, mais en fait, tu sais pas tout ce que j'ai lu dans ma vie. En fait, je suis beaucoup plus intelligent, beaucoup plus tout que tout ce que tu peux penser. Et je pense que moi, c'est à travers ça que je l'ai senti le regard. C'est vraiment genre tout, genre comment mon comportement changeait vis-à-vis de tout ça, en fait. Et des trucs que j'essaye grave de lâcher des fois. Et en vrai, je me dis, si je les lâche, en fait, je crois que le premier truc qui m'apparaît, c'est que j'ai peur de lui faire honte devant ses potes, en fait. Et du coup, je les lâche, hop, et c'est un cercle vicieux, au final. Ouais. Je suis pas très famille, du coup, je crois que j'esquive les familles de tout le monde, genre même mes amis, mes conjoints, mes tout, voilà. Et du coup, la seule famille que j'ai vraiment rencontrée, c'est la famille du copain blanc dont je vous parlais, où là, vraiment, en fait, avec toute leur bienveillance, pareil, tu vois, c'est pas des fachos et tout, machin, adorables et tout. Et puis, il y a eu un contexte particulier où sa mère, elle m'a accueillie pendant un long moment et tout, donc il y avait aussi un truc de reconnaissance et tout, où j'avais pas envie d'animer des débats houleux et j'avais pas envie d'être dans un truc de venir te mettre des trucs dans la gueule alors que t'es en train de remplir mon assiette, en fait, genre je peux pas, voilà. Du coup, mon ex-belle-mère, on va dire, elle me voyait un peu comme quelque chose à protéger. En plus, elle connaissait un peu une partie de mon histoire familiale et tout. Du coup, elle avait toujours ce truc de un peu seconde maman. Et puis un jour, je sais pas, on était en train de manger du riz et puis elle me dit, vous la voyez venir? Elle parle et tout, et puis elle me dit, elle est vraiment trop mignonne, elle gratte jusqu'au dernier grain de riz. Non, genre. pas venir, attendez, et le père qui dit, bah, c'est normal, c'est culturel. Oh non, mon et en Dieu, fait, c'était ça, wow. c'était des espèces de micro-agressions qui se voulaient pas racistes. Pour eux, c'est bienveillant, c'est voilà, mignon, pour tu vois. eux, ils se rendent pas compte de... Et comme il y avait ce truc de reconnaissance parce qu'ils remplissent mon assiette, etc. Et genre, encore aujourd'hui, j'en suis hyper reconnaissante et j'osais pas parler. J'ai compris l'amour. Voilà. Ça, c'est 5. l'amour. Non, je crois que c'est 5 le 1, 2, maximum. 3, 4, Ça, tu devrais te J'ai capté l'amour, genre. c'est là-bas. C'est là-bas. Je sais que J'ai rien compris à l'amour. 5,
J'ai commencé un livre, c'est À propos d'amour de Bell Hooks. Et il y a plein de choses qui m'apparaissent dedans qui sont vraiment très très douces et des réflexions qui blessent énormément, franchement, qui touchent très 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 loin et qui font mal. Et je me suis rendu compte en lisant un peu que j'avais passé une grande partie de ma vie à apprendre comment aimer et comment me laisser aimer. Et que pour l'une des premières fois, j'avais certaines bases et j'avais appris des choses qui me permettaient de vraiment construire une relation. Là où pendant très 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 longtemps, j'ai juste fait un peu de la merde, blesser des gens, me laisser blesser, rien dire. Je perçois pour la première fois tout ce que je sais, tout ce que je ne sais pas, et dont j'ai conscience que je ne sais pas, et toutes les choses dont j'ai pas conscience que je ne sais pas, enfin bref. Non, c'est si, et que du coup je me dis, ok, là on peut avancer maintenant. Là où j'avais l'impression de stagner, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je flotte, et je me dis, si j'ai envie d'aller dans un sens ou dans un autre, je peux, alors que juste avant, genre, je me débattais pour pas me noyer. De ce que je sais maintenant, pour moi, l'amour, enfin, il faut faire la différence en fait entre plusieurs étapes. Je me rends compte en fait que l'amour, dans le sens où je l'entendais quand j'étais plus jeune, c'est complètement différent maintenant. Il y a eu l'amour de jeunesse, le premier amour de ma vie, je pensais que c'était le seul et l'unique, etc. Et donc avec tout ce que ça emmenait, la passion, la fougue, les hormones qui pètent, etc. Et puis maintenant, donc Marcia a 25 ans, qui vit un amour beaucoup plus raisonné quand même, un petit peu moins passionné et voilà, enfin un amour adulte. Donc oui, j'ai compris l'amour dans le sens où je me suis détachée de l'amour qu'on pouvait concevoir quand on était petit, mais le comprendre dans sa totalité, non. Moi, je considère ne pas avoir de modèle d'amour genre couple, à part ma sœur et mon beau-frère, mais à part ça, je sais pas ce que c'est. L'amour couple, genre je me suis rendue à l'évidence que je savais pas vraiment aimer et je savais pas vraiment être aimée. Donc j'ai avancé, je suis pas à zéro parce que j'ai pris des belles leçons d'amour propre. Je m'aime beaucoup aujourd'hui, ce que je savais pas faire il y a quelques années. Donc je suis pas totalement à zéro, mais en ce qui concerne mes relations aux gens, je crois que moi j'ai pas encore atteint ce stade-là d'amour raisonné où justement, c'est ce que je vous disais encore, mais cette histoire avec ce copain blanc, je suis partie parce que j'étais arrivée au stade d'amour raisonné. Et en fait, comme je sais pas ce que c'est l'amour et que pour moi la traduction directe de l'amour c'était ça, la passion, l'explosivité, voilà. Quand ce truc-là il s'est un peu perdu dans cette relation, je me suis dit oh, wow, c'est quoi cet amour d'adulte ou comme je vous disais tout à l'heure, waouh, je vais devoir me marier là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Donc j'aimerais bien vous dire que j'ai dépassé ça, mais pas encore. Je pense qu'il y a encore cette espèce de quête de passion. Parce que je cherche encore à ressentir toutes les formes de l'amour avant de vraiment comprendre ce que je veux en fait. Moi je pars d'un postulat banal. Tonton Guinchen nous disait que si on est incapable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est qu'on ne l'a pas compris. La question de l'amour, j'en ai fait l'expérience, que ce soit dans un cadre familial, dans un cadre fraternel, dans un cadre un peu ce qu'on appelle l'érotique quand on reste dans la tradition grecque. J'ai vu toutes ces phases, même la dimension spirituelle, à travers Rumi qui écrit beaucoup de textes pour ceux qui sont amoureux de la poésie. C'est des poésies qui sont divines, de l'amour divin. J'ai vu tout ça et je suis allé les chercher dans les livres, mais je suis incapable d'expliquer ça à quelqu'un, je ne peux pas le percer. Et moi-même, dans ma relation, il y a beaucoup de choses quand je dis je passe pour un mec bizarre, je ne crois pas au coup de foudre. Je pense que toutes mes relations, elles sont venues au bout d'une certaine confrontation avec l'autre. Jamais du premier regard ou d'une intuition qui me serait tombée dessus. J'en arrive à cette conclusion qui est assez sombre, qui est celle-là et je vous la partage. Je suis peut-être un pessimiste. Malheur à celle ou celui qui, dans une prétention aveugle, qui se croit éclairé, croit avoir percé le mystère de cette chose indicible qu'est l'amour. Alors malheur sera sur moi. J'ai compris l'amour, pas l'amour avec un grand A, mais mon amour en fait. Ma propre définition de l'amour, parce que je l'expérimente en fait tous les jours. J'ai vraiment ce sentiment que tout ce que je fais est vraiment gouverné par cet amour. Mon mari, j'ai passé plus de temps dans ma vie avec lui que sans lui. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble, donc je me dis, je ne pourrais pas définir l'amour sans l'évoquer lui, parce que toutes les choses que j'ai expérimentées, ça a été avec lui. Et la chose la plus ultime, et c'est, je pense, ça qui me permet aujourd'hui de définir l'amour, c'est ce qu'on a pu créer ensemble. Vraiment, ça n'a rien à voir, pour moi en tout cas, l'amour que je peux lui porter à lui, parce qu'il peut baisser, il peut augmenter, il peut ne plus être là à un moment donné,
Mais l'amour que je porte à mes enfants, ça c'est un amour, il transcende vraiment tout. Et pas parce que je considère mes enfants comme étant le prolongement de moi-même, non, parce que je pense que c'est le sens de la responsabilité que j'ai en ayant décidé de faire venir au monde ces deux êtres. Donc ouais, c'est ma propre définition et c'est les différentes histoires qu'on a pu avoir dans nos vies qui fait qu'on se le construit, cet amour-là. Et mon amour ne sera pas le tien ou le tien. C'est pour ça que je pense que tout le monde a pu comprendre l'amour, mais l'a peut-être pas expérimenté assez longtemps pour se dire que c'en était. Je pense que c'est quelque chose qui a été totalement édulcoré. Tu vois, on s'est dit, pour être heureux, il faut être amoureux. Et pour certaines personnes, en fait, l'amour, ça se matérialise qu'au travers en fait, d'une relation amoureuse. Et du coup, je pense que c'est là le problème, en fait. Il faut voir l'amour comme quelque chose qui est partout. Et quand tu as capté qu'en fait, l'amour, il est partout, déjà, ton rapport avec l'autre, il va être différent. Moi, je sais, par exemple, j'ai eu un amour très égoïste. J'étais content et j'aimais la façon dont elle me percevait en m'aimant. Et du coup, c'était plus un amour narcissique. Et du coup, ça rehaussait un peu mon ego. Mais ça, c'est très mauvais, en fait. Quand tu aimes quelqu'un comme ça, en fait, tu cours à ta perte. Et quand tu redéfinis un petit peu tout ça et que tu dis, en fait, non, il faut que j'aime quelqu'un, on en parlait tout à l'heure aussi, pour ses défauts, pour ses qualités, mais il y a toute une entité qui est à prendre dans sa complexité quand tu aimes quelqu'un. Et là, c'est intéressant. Après, dire j'ai compris l'amour, moi j'ai 28 ans, c'est compliqué de dire j'ai compris l'amour. Je pense que l'amour, il est tout le temps en perpétuelle évolution, en mutation, parce que nous, on évolue, on est des êtres d'amour qui évoluons. Moi, je pense que déjà, j'ai compris une chose dans l'amour, c'est que il faut s'aimer soi-même pour être aimé et pour pouvoir aimer quelqu'un. Et moi, c'est vraiment à partir du moment où je me suis aimée moi-même, que j'ai tout aimé de moi, que j'ai réussi à tomber amoureuse de quelqu'un et que la personne tombe amoureuse de moi en retour. Et quand je dis j'ai compris l'amour, c'est comme toi, c'est j'ai compris l'amour avec cette personne-là, cette relation-là. Mais c'est ma première histoire d'amour, je sais même pas, enfin ça se trouve un jour ça va se finir, et là j'aurais peut-être pas encore compris l'amour vraiment. Je pense pas que l'amour puisse être défini comme s'il y avait une définition universelle de l'amour. Je crois bien en l'universalité du sentiment en soi, mais pas de ce qu'il peut... Enfin, de ce qu'il représente et de la manière dont il est vécu. Dans la relation où je suis, c'est la première relation où je sens que je suis sur une pratique de l'amour qui est saine. Je trouve que c'est super rare en fait, ça m'est arrivé tout juste à 27 ans en fait. Je pense être sur cette onde de l'amour que j'ai envie de pratiquer, qui me fait du bien et avec qui, par amour, tu es capable d'essayer d'enlever le mal en toi avec l'autre personne et on est deux à pratiquer en fait ce désir d'enlever certains mal que tu as en toi en fait. Et j'ai l'impression d'être sur cette onde amoureuse en fait et que après, même si je la connais, si je suis avec une autre personne plus tard, je suis pas sûre en fait que ça se passera quoi. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis, merci à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions sur l'amour. On espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez la vidéo. Merci Maria. Merci à Histoire Crépue et... Ciao, ciao, ciao.